Imaginez-vous, vous êtes en ville et vous passez, soit vous arrêtez prendre un café, soit voilà, à côté d'une table. Il y a cet exemplaire avec le titre que vous venez de voir, là, celui sur la cervelle ou celui. Comment vous réagissez? Oui. Oui, alors, vous posez la question des morceaux d'un compositeur qui ont été retrouvés chez un schizophrène. En l'occurrence, l'histoire, c'est que Jules collectionne les morceaux d'un compositeur. Et donc, il y a chez Jules des morceaux qui ne sont pas publics. Des morceaux de musique. Des morceaux de musique, oui, des morceaux. Ouais, de musique. Ah non, non, ils n'ont pas fait croire. En fait, ça n'a jamais été écrit que c'était autre chose que des morceaux de musique. Vous croyez que c'est un criminel sur le coup? Exact. Non, 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 pas du tout. Sur la photo, il n'y avait rien qui faisait penser à un criminel. En fait, le concept, c'est justement de s'appuyer sur l'imaginaire de chacun. Donc, c'est, en fait, tout le monde a cette réaction, malheureusement, parce que tout le monde a à l'esprit cette stigmatisation. Et donc, même des personnes, et je vais vous dire, on a eu quelques retours négatifs sur la campagne. Ce n'était que des personnes qui vivent avec un trouble ou qui sont proches. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu la deuxième partie du titre. Ils se sont arrêtés sur la première. Parce qu'ils sont tellement révulsés par ces titres, et c'est normal, ils sont tellement révulsés qu'ils n'ont pas fait l'exercice d'aller plus loin. Alors que les personnes qui sont naturellement stigmatisantes et pour qui, voilà, c'est encore une histoire, et qui sont attirées par les faits divers, il faut savoir que 45% de la population française s'informe uniquement par les faits divers. Et donc, quand ils vont lire, et ils sont hyper intéressés, et c'est pour ça qu'ils sont captivés par l'article, et qu'ils sont hyper surpris par son contenu, parce qu'ils s'attendaient à avoir toute la description, tous les détails. Il y avait combien de morceaux, ils étaient où? C'était ça qui les intéressait. Et c'est pas ce qu'ils ont trouvé, en fait. Non, mais dans la photo, il n'y avait rien qui pouvait laisser penser que c'était des morceaux d'une personne. Rien du tout. Ni dans le titre, finalement. J'ai une question pour toi, parce que moi-même, je suis une grande fanat de faits divers, en fait, je dois l'avouer. Et du coup, qu'est-ce que tu... Parce que toi, tu es au Monde, qui fait pas... C'est ça, qui est au journal Le Monde, qui fait pas des faits divers? Non. Non, Ouais. j'ai mal compris, c'est ça? Le Monde, il fait effectivement moins de faits divers. C'est moins son... Enfin, moins sensationnaliste, Voilà, en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les faits divers qui causent la stigmatisation des gens qui ont des troubles mentaux. Enfin, je me dis, est-ce que c'est pas plus un problème de l'idéologie, par exemple, de l'ultralibéralisme, où on pousse les individus enfin, on les responsabilise à excès de devoir être forts et de jamais être malade, où on n'accepte pas les failles et du coup, on accepte encore moins typiquement une dépression, parce que les gens ne comprennent pas qu'on puisse ne pas pouvoir à un moment donné. Donc, comment est-ce qu'on peut... Alors, on avait, dans l'ensemble, on avait aussi un article qui était sur cette thématique-là, de l'injonction à être performant, finalement. En fait, la question du... On a utilisé le fait divers parce que c'était une technique. Hein. Finalement, dans les journalistes, j'aimerais m'assurer de bien rééquilibrer les choses. Dans les journalistes, chaque année, j'organise, on va dire, entre
70 et 100 interviews de personnes qui sont avec des troubles et qui vont passer à la télé, il y a eu cette année des émissions sur France 2, M6 ou des choses comme ça. Quelque part, on est derrière toutes ces émissions. Ces émissions, elles nécessitent du casting. Donc, il y a des personnes, pas plus tard que ce soir, il y a quelqu'un qui est en train, en ce moment, de passer un casting pour une émission de télé. Et les personnes qui font ces castings, ils ont appris ce que c'était que les troubles psychiques. Les présentateurs, ils ont appris. Et petit à petit, ils deviennent bons, en fait, dans leur capacité à interviewer, dans leur capacité à restituer un message correct. C'est leur intention, en fait, c'est leur métier. La difficulté, c'est que les personnes qui sont aux faits divers, ils doivent rapporter des faits divers sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Ils n'ont pas de compétences en termes de santé mentale. Et donc, leur seule compétence, c'est de relater un fait divers et d'attirer l'attention. Ils ne se rendent pas compte des conséquences. Et donc, ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes des journalistes qui écrivent des faits divers, on prend contact avec eux et on leur dit, est-ce que vous vous rendez compte des conséquences sur la vie des lecteurs de ce que vous avez écrit? Et leur réponse est non. En fait, ce n'est pas une mauvaise intention, c'est juste une mauvaise information. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait cette éducation des journalistes aux conséquences qu'il peut y avoir. Parce qu'une fois qu'ils ont conscientisé, ils essayent de trouver des solutions. Et ils sont journalistes, ils trouvent des solutions en fait. On n'a pas besoin de... souvent, les associations ont ce petit défaut de vouloir clouer au pilori les journalistes. Et finalement, c'est contre-productif, parce que quand on stigmatise l'autre, on le connaît, en fait, l'effet de la stigmatisation. Ça n'a pas complètement comme effet de révéler toutes nos qualités. Ça a plutôt comme effet de nous recroqueviller. Donc, l'idée, c'est de faire participer finalement une partie de la population qui est dans la communication, dans la formation, faire participer à ce mouvement qui considère maintenant beaucoup mieux les troubles psychiques pour ce qu'ils sont. Je crois qu'on a une question ici. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Milly, Charlotte et Vincent, pour votre témoignage. Dans le sens où j'ai trouvé énormément de sincérité, j'ai ressenti un vécu et je dirais je suis au GEM depuis début de l'année. Et là, je peux vraiment vous garantir que jamais je n'aurais pensé que vous ayez un parcours aussi important derrière vous. Parce que quand vous êtes présent, vous exprimez une certaine joie de vivre, vous êtes attentif aux autres, vous participez à beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vais me permettre une question. D'après ce que j'ai compris, vous avez eu des premiers signes assez tôt dans votre jeunesse. Est-ce que vous trouvez actuellement que justement le regard, 20 ans après, a évolué? Et bon, Vincent a parlé des proches, mais je parle plutôt du regard en général, ce qui doit effectivement pas être évident, comme ton exemple du coiffeur, c'est sûr. Voilà. Et après, je vous laisserai répondre. Une question peut-être plus générale où monsieur pourra peut-être me répondre. Qu'est-ce que vous pensez du film qui était donc sur Camille Claudel, où, donc par rapport à Rodin, où on exposait, on voyait vraiment une accélération de la folie un peu par passion. Je ne sais pas si vous avez vu ce film et si vous pensez qu'il a été bien réalisé. Voilà.
Merci. Alors, ma réponse sera très courte parce que je n'ai pas vu le film. Ah bon. Mais à vous la première question. Ok, moi non plus, j'ai pas vu le film. Donc, si j'ai observé une évolution Oui, du regard porté par rapport à il y a 20 ans, mais je suis peut-être un peu jeune encore en fait, parce que j'avais 13 ans du coup à l'époque. En tout cas, Il y a 10 ans. il y a 10 ans, ok. J'ai l'impression qu'on en parle plus quand même. On parle plus enfin, clairement, on parle de santé mentale, on parle mieux de la dépression. Moi, je trouve que, après, moi, je suis optimiste, hein. Moi, je trouve que les gens font de leur mieux, quoi, et font des efforts. Enfin, les gens, pardon, ceux qui ont des responsabilités, donc les médias, niveau politique, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure prise en compte. Il n'y a peut-être pas le budget qui suit encore derrière, ou sans doute, enfin, oui, on en parlait tout à l'heure, un problème avec l'hôpital. Voilà, donc peut-être des soins, enfin, un problème d'accès aux soins. Et oui, mais les gens sont quand même un peu plus réceptifs. En fait, moi, c'est par rapport au terme. Donc, moi, je suis schizo-affective. Et le mot schizo fait peur, c'est vrai. Donc, je dis bipolaire. Et en fait, le trouble schizo-affectif, c'est la bipolarité avec une forme de folie quand on est en état maniaque extrême ou en phase de dépression. On a... Tu veux dire délire? Ouais, délire. On peut entendre des voix, on peut avoir des visions. Enfin, franchement, c'est horrible. On en parle plus, c'est vrai. Mais dans mes relations, que ce soit amicales, amoureuses, etc., il y a encore ce truc, je sais pas trop ce que c'est. Je te pose des questions pour savoir, mais je fais un pas en arrière, j'ai un peu peur, mais en même temps, je veux te comprendre. Enfin, c'est un peu délicat, en fait. Mais moi, je trouve que ça fait quand même encore peur. Mais on en parle plus. Donc, je sais pas trop. Voilà. Merci. Donc, j'avoue, alors j'ai pas vu le film non plus, hein, donc le problème est réglé. Alors, je le répète, vivant dans un microcosme psychiatrique, j'ai pas de point de comparaison. Par contre, je sais qu'il y a effectivement, encore une fois, un petit exemple, plein d'anecdotes aujourd'hui. Je révélais ma maladie un jour à quelqu'un qui m'a répondu: ah tiens, un sociopathe. Voilà. Quelqu'un qui finalement, pour le coup, m'a bien accepté. Voilà, donc, que dire de plus? C'est une autre pathologie, sociopathe. Bien non? sûr, C'est c'est ça? même pas une pathologie puisque ça n'existe pas officiellement. Ah. Mais je parlais, alors à l'époque, j'étais estampillé schizophrène, donc je parlais de schizophrénie. Et donc la personne me répond: ah, tu es un sociopathe, et pourtant m'a très bien accepté ensuite. Donc voilà. Merci. Alors, concernant le film, je ne l'ai pas vu récemment, mais en tout cas, dans mon souvenir, je pense que le film met beaucoup l'accent sur l'emprise. Et c'est ça. Absolument. Et cette emprise a été extrêmement forte. Et quand même, on le sait très bien que Rodin, c'était pas la seule personne qui est tombée sous son emprise. Mais je pense qu'elle a mené Camille à la folie. Oui, dans la violence. Et en fait, elle ne savait plus qui elle était. Mais en même temps, je ne sais pas si... Oui, alors Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est heureusement quand même une psychiatrie qui a quand même qui date. Oui, qui date quand même d'il y a On dira oui. 45 ans. Et puis, Jack Nicholson était montré comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais il n'y avait pas de diagnostic qui a vraiment été formulé.
En revanche, si vous avez l'occasion, on a organisé des Skis Awards et un film que je trouve personnellement très beau, qui a gagné justement ces Skis Awards. Il y avait 3 catégories et dans chaque catégorie, il y avait 3 films. Il y avait la catégorie des films qui voulaient faire croire qu'ils parlaient de la schizophrénie et qui parlaient pas du tout de la maladie, mais qui montraient beaucoup de violence. Il y avait des films qui parlaient de la schizophrénie et qui exprimaient certains symptômes, mais de façon assez aberrante. Et il y avait 3 films qui parlaient de la schizophrénie, mais dans le bon sens du terme. Et si vous avez l'occasion de voir le Soliste, qui est un film qui date de 2012, sauf erreur, et qui montre justement l'histoire d'un journaliste qui a repéré dans la rue un jeune noir qui joue du violon. Mais ce qui est très étonnant, c'est que son violon n'a pas toutes les cordes. Et il joue très bien. Et comme il estime qu'il a du talent, il aimerait qu'il devienne réellement un soliste. Et il le prend sous son aile et il essaye de lui donner tout un contexte pour qu'il puisse faire valoir son talent. Je ne vous raconterai pas la suite, mais il montre très bien les situations que ce violoniste rencontre, dans quelles conditions il joue, pourquoi il joue telle et telle mélodie. Et puis, ma foi, si vous avez l'occasion de le voir, vous verrez la fin, parce que je trouve dommage de divulguer la fin du film. Mais c'est un film qui montre vraiment la réalité. Je me permettrai une dernière remarque, après je me tais. Cette année, je crois que c'est l'année de la santé mentale. Donc, j'étais pas encore à Aube tout au début. Et donc, c'est vrai que j'ai eu autour de moi énormément de remarques, de dire, voilà, on va encore gaspiller de l'argent, il y a quand même d'autres priorités en France. Et je dirais, avant d'être concerné, j'avais peut-être tendance aussi à partager un peu ce point de vue de dire qu'on accorde peut-être trop de place. Je dirais que c'était vraiment un domaine que je n'ai jamais connu. Voilà. Et donc, bon, par exemple, là, le fait que je sois à Aube, j'en ai parlé à mon fils qui me dit, mais ça va pas, tu vas pas aller avec les fous. Voilà. Donc c'est quand même stigmatisant, même de très proche. Bonjour. Donc je voudrais vous féliciter un peu pour votre intervention et je voudrais savoir un peu comment se passe votre témoignage. Une fois que vous avez témoigné, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous êtes libéré ou est-ce que comment le vivez-vous? Après, je veux juste faire un témoignage. Donc moi j'étais surveillant, je faisais des études d'histoire et j'étais surveillant en 94. Et donc j'ai eu des troubles psychotiques et j'ai repris le travail. Et donc quand j'étais hospitalisé, il y a 138 personnes qui m'ont écrit, des enfants qui m'ont écrit. Et quand j'ai repris le travail, on m'a dit « Ah, tu as des problèmes, mais on va te laisser travailler. » Donc il y avait 70 élèves par permanence. Et on m'a dit « Tu es tombé de cheval, reprends ton cheval. » Et donc, moi, je me suis dit, j'ai une responsabilité, je n'ai pas envie de faire d'erreurs professionnelles. Donc, j'ai un peu mis en stop mes études et j'ai continué. Donc, et après, j'ai eu un avis très favorable. Mais ce qui est difficile un peu, c'est le diagnostic ou disons, comment expliquer. Il faut que les années soient bénéfiques. Des fois, on tarde à diagnostiquer, ou on n'est pas le bon coach pour les psychiatres, et le temps passe, et la situation n'évolue pas. Je voudrais vous demander encore, est-ce que vous avez vu une amélioration un peu dans la prise en charge depuis que vous êtes malade ou vous êtes
troublé. Voilà. Alors, ça fait 2 questions. La première sur votre témoignage. Merci. À chacun. Merci pour les questions. Pour le témoignage, moi personnellement, ça me fait du bien d'en parler. Et puis j'ai l'impression que maintenant que je suis en bonne voie sur enfin plutôt rétablie, c'est important d'en parler. Voilà, pour faire pour. Est-ce que ça soigne? Ah, est-ce que ça me soigne? Oui, je pense dans la mesure où dans le trouble borderline, la confiance en soi, elle est vraiment très variable, instable. Je pense que ça participe au fait que je me sente plus sûre de moi, le fait de prendre la parole comme ça. Et pour ta deuxième question sur si la prise en charge s'est améliorée, oui, un peu quand même. Enfin, par exemple, typiquement moi, étant diagnostiquée borderline, c'est depuis 3-4 ans qu'à Strasbourg, il existe une thérapie spécifiquement pour les borderline dans l'hôpital public. Avant, dans l'hôpital public, il n'y avait pas de soins adaptés aux borderline. Donc ça fait que moi, en fait, dans l'hôpital public, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient très, 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 très loin de ma problématique. Je me suis retrouvée avec des personnes, je dis ça, il n'y a pas de jugement de ma part, mais je me suis retrouvée avec des personnes très autistes, non-verbales, où on n'avait pas du tout les mêmes problématiques. Et encore une fois, elles ont leur place aussi, hein, mais c'est juste que on ne peut pas nous soigner ensemble, je pense. Enfin, ça n'avait pas de sens. Et là, aujourd'hui, maintenant, il existe des choses spécifiques. Je peux te répondre juste. Oui. Depuis 97, le groupe Aube existe. Avant, c'était un club de patients et c'est devenu un GEM. Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on a des gens qui sont passés par les hôpitaux de jour, qui cheminent un peu de façon autonome, et les gens ont des pathologies différentes. Et ils arrivent à s'entendre et à se connaître. Donc, voilà. Et quand tu es dans un service où les gens sont déficitaires, tu peux te dire, moi, je suis quand même pas mal, donc je peux peut-être les aider. Tu as raison. En fait, peut-être que j'ai été maladroite dans la manière de m'exprimer. Ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que j'avais besoin, à un moment donné, d'avoir des soins qui ciblaient mes problématiques. Voilà, j'aurais dû l'exprimer comme ça. Et de fait, la thérapie, la TCD, qui est particulièrement, qui concerne les troubles borderline, elle n'est arrivée en France qu'il y a moins de 5 ans, en fait. Donc, et à Strasbourg, il y a 3 ans. Alors moi, ce qui me soigne, c'est un ensemble de choses. Donc il y a la psychothérapie avec le psychiatre, les médicaments, les amis. Mais je me suis refait des nouveaux amis via justement le groupe d'entraide mutuelle. J'ai les activités donc au groupe, j'ai le chant, la chorale, j'ai le dessin le mardi, le mercredi le sport avec l'université populaire. Le jeudi, je vois mon fils, voilà. Le vendredi, je vois mon psychiatre. J'ai mes amis, je sors le week-end. Donc j'ai toutes ces choses organisées dans ma vie qui m'aident déjà à vivre, quoi. Et aussi aident ma pathologie, à avoir moins honte parfois aussi. Et bien sûr, dans le groupe, je me sens moins seule, moins différente. Et ça fait du bien. Je me suis sentie tellement différente dans ma vie. Là, j'ai l'impression d'exister, en fait. Et je le dois à la petite Milly, toute timide, très dépressive. Et j'ai envie de lui dire, ça va aller. Voilà. Vincent, tu voulais peut-être répondre? Oui, peut-être, oui. Oui, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça me fait de témoigner ce soir? Essentiellement de la frustration parce que je n'arrive pas à organiser mes idées de la façon dont je voudrais. Mais pour ce qui est de l'amélioration ou de la détérioration de la prise en charge, je dirais que à titre personnel, je vois une amélioration.
du fait des soignants que j'ai pu trouver sur mon chemin. Parfois, il faut un peu de temps pour trouver la bonne personne ou les bonnes personnes qui vont avoir l'attitude juste par rapport à soi-même. Ceci dit, à titre plus général, alors c'est un peu complexe parce que quand on a l'occasion de regarder des reportages, même très courts, ou éventuellement de lire des articles sur le sujet, on se rend compte qu'il y a un peu une prise de conscience par rapport au monde de la psychiatrie, donc de la prise en charge. Beaucoup de gens demandent, alors là le terme est un peu fort, mais une décarcéralisation de la psychiatrie. Donc une prise en charge plus humaine et moins portée sur ce qu'il faut bien appeler parfois une certaine répression. Or, c'est encore beaucoup le cas et pas forcément... alors en Alsace, c'est moins le cas, on a de la chance. J'ai connu des gens qui venaient de Nancy, par exemple, et qui étaient pas contents d'y retourner parce qu'ils trouvaient que l'hôpital civil était quand même beaucoup mieux traité. Donc, je dirais cette espèce, entre guillemets, de carcéralisation, c'est un peu excessif peut-être, vient sûrement d'un manque de moyens, puisque il faut bien faire avec les moyens du bord. Et étant donné que les moyens diminuent, et que les lits se ferment et que l'évolution de la thérapie vers plus d'autonomie, je ne la vois pas venir. J'ai eu l'occasion de constater au contraire, il y a peu chez des amis que la prise en charge qui était pourtant nécessaire n'a pas pu se faire ou pas assez vite ou pas assez longtemps. À un niveau plus général, je pense pas qu'il y ait véritablement une amélioration, du moins pas en France. Juste prendre un petit peu la parole encore. Donc moi, je suis un petit peu YouTube, je regarde un petit peu, quoi. Et donc, je vois, il parle beaucoup de contention, on parle beaucoup des UMD, on parle aussi des familles d'accueil, par exemple dans le Nord, qui accueillent des psychotiques ou des névrosés. Et je veux aussi vous dire, donc c'est vraiment le prisme un peu de la violence qui finalement prédomine. Et je terminerai aussi par des réflexions qu'on a souvent quand on est troublé, quoi. C'est comment se manifestent vos crises. Donc voilà, donc on n'a pas forcément plus de crises que les autres, hein. Je veux dire, il y en a qui balancent une baffe à leurs enfants, il y en a qui, ayant été avinés, font du tapage. Donc voilà. Mais la question, c'est comment se manifestent nos crises, et je me pose la question. Je vais juste terminer de répondre à la question précédente. Sur la prise en charge, je voulais juste rajouter, après je te laisse parler, que le gros problème de la prise en charge, c'est qu'il n'y a pas assez de soignants dans le public, en fait, et dans le privé non plus, je crois. Enfin, juste mon exemple, j'ai dû transférer tous mes soins en libéral et heureusement, il y a mes parents qui m'aident financièrement. Enfin, sinon, j'avais pas de soins. Donc, peut-être qu'il y a une amélioration, mais quand il y a une absence de soins, c'est voilà, enfin, c'est assez noir à ce niveau-là quand même. Faut pas, enfin, c'est pas rose. Merci, cherchez le mot. C'est assez catastrophique même. Voilà. Je vais essayer de répondre aux deux questions aussi, mais la difficulté, c'est que j'ai pas de trouble. Et donc, du coup, la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est sur la première question, c'est être témoin. Ce que je sais, c'est que juste avant que vous arriviez, aussi bien Milly, Charlotte que Vincent, ils étaient hyper stressés. Et ce que je sais, c'est que là, je les vois déstressés quand même. Hein, n'est-ce pas ? Donc, c'est déjà peut-être un petit bout de réponse. Je dois avouer que j'étais stressé aussi. Et donc, du coup, c'est un truc qu'on partage, même si je n'ai pas de trouble. Sur la question des soins, la question, elle est très connectée à notre sujet de ce soir. Parce que la première raison pour laquelle les soins sont tardifs, c'est la stigmatisation. Donc, pourquoi ? Parce que, en fait, pour aller vers les soins,
c'est bien la personne qui a un trouble qui doit demander de l'aide. C'est quand on a une jambe cassée, c'est bien parce qu'on appelle l'ambulance ou parce qu'on va à l'hôpital qu'on est soigné. C'est pas parce que l'hôpital a eu une alerte, tiens, il y a une jambe cassée quelque part, je vais. Non, il y a bien une démarche. Et donc, cette démarche, avec les troubles psychiques, elle est très retardée. Alors, quand je dis très retardée, moyenne, entre 4 et 10 ans, ça dépend des troubles. Donc, je ne vais pas sortir plein de chiffres, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que le décalage, alors qu'on sait que soigner tôt, c'est soigner mieux. Hein. Alors là, il n'y a pas de doute du tout scientifique sur le sujet. Soigner tôt, c'est soigner mieux, mais on ne va pas vers les soins. Pourquoi ? Parce qu'il y a une stigmatisation des soins et il y a une autostigmatisation par rapport aux troubles. Il y a la stigmatisation par la vision des proches, qui à ce moment-là ne sont pas encore proches, puisqu'ils ne savent même pas qu'il y a un trouble. Donc la population générale, déstigmatiser auprès de la population générale, c'est accélérer l'accès aux soins. C'est même parfois de la prévention. Ça veut dire qu'en fait, là, après 4 ans, après 10 ans, on a une problématique, c'est que le trouble se chronicise. Il devient suffisamment important pour qu'on ait perdu ses amis, pour qu'on ait perdu son boulot, pour qu'il y ait eu un impact social énorme. Alors que si on intervient tôt, on évite ces phénomènes-là. Donc, en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'intervenir tôt. La difficulté, c'est que pour le moment, les moyens sont mis sur le curatif et pas sur le préventif. Donc, il y a vraiment une question de logique économique, quelque part. Or, les moyens sur le curatif n'augmentent pas. Alors, j'entends beaucoup qu'ils baissent. C'est pas correct. Ils ne baissent pas, mais la demande augmente. Et si la demande augmente, ça veut dire qu'il faut plus de moyens. Mais on n'est pas capable de mettre plus de moyens. Et pour autant, on n'essaye pas de freiner la croissance de la demande. Donc il y a une logique, c'est un peu, je suis en train de faire un peu de la politique, mais il y a une logique à essayer de déstigmatiser. Et en fait, la déstigmatisation, c'est des moyens de l'État, mais pas que des moyens de l'État. C'est aussi, quelque part, une solidarité des citoyens. Et donc, ce n'est pas un moyen, c'est pas quelque chose qui coûte nécessairement cher de déstigmatiser, d'être bienveillant. Par contre, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup de monde. Merci Jean-Christophe. Je crois qu'on a une dernière question. Oui, Madame au fond, est-ce que vous avez un micro ? Je vais le passer. Il arrive. Ah, pardon. Eh bien, d'accord. Non, on ne vous oublie pas. D'accord. En fait, il y a encore des questions, plein de questions. Allons-y. Oui, madame. Oui, excusez-moi, je parle très mal, j'ai une maladie rare dans la bouche qui s'appelle Gougerot-Sjögren. J'ai plus de salive et plein d'effets secondaires atroces. Et je me mets à la place de ceux qui sont plus malades que moi. Moi, je suis en dépression depuis 35 ans parce qu'on m'a maltraité à l'hôpital. Et depuis, je ne constate que des fautes graves dans les hôpitaux et dans la médecine privée, parce que je fais les deux. Et maintenant, j'ai 84 ans. Et j'ai tellement de douleurs, des brûlures atroces. Je ne tiens plus sur mes pieds. Et je fais une demande déjà très personnelle. Moi, j'ai Mobistras qui vient me chercher pour me raccompagner chez moi, mais à 20h50. Alors, je me demande jusqu'à quelle heure va durer la réunion. Et ici, comment Mobistras va venir me chercher ici, parce qu'il m'a déposé assez loin. Et ça me fait beaucoup. Donc, éventuellement, si quelqu'un habite à la Roberto avec le tram E, peut me ramener en voiture, si la voiture n'est pas très loin, parce que je ne marche presque pas. Donc, j'ai beaucoup de soucis pour rentrer chez moi tout à l'heure. Ça, c'est ma première question, de savoir si quelqu'un ici dans la salle
peut m'aider. On pourra vous aider, pas de problème. D'accord. Et je voudrais dire par rapport aux hôpitaux que par moi-même, j'ai découvert, je ne sais pas comment, qu'à l'intérieur de l'ORL, de l'hôpital de Haute-Pierre, il y a 2 sections qui pourraient m'aider. Et pour pouvoir m'aider, il faut que je prouve que j'ai cette maladie, Gougerot-Sjögren, qui est une maladie rare, auto-immune, que j'ai depuis 4 ans, qui me détruit complètement. Il faut avoir un papier qui démontre que vous avez un Gougerot à 100%. On m'a fait une biopsie, j'ai dû insister pour qu'on me fasse une biopsie pour prouver que j'avais ce Gougerot. Et je l'ai seulement à 80%. Et l'hôpital lui-même ne veut pas me recevoir dans une unité UTEP, je ne sais plus, c'est quelque chose d'éducatif pour les malades qui ont des maladies rares. Donc l'hôpital lui-même, dans un cours public, me empêche d'y aller. J'ai trouvé un autre truc qui s'appelle Réseau, toujours à Haute-Pierre. Et pour avoir un rendez-vous, je dois avoir une lettre de recommandation de mon docteur. J'ai demandé à mon rhumato, parce que ça dépend en principe de la rhumatologie, de me faire cette lettre. Je lui demande depuis le mois de juin, il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on Donc peut vous faire? voyez, ma question c'est de savoir quelle est votre comment question? l'hôpital lui-même et les docteurs, les psychiatres, qui me disent que peut-être c'est dans ma tête. Voilà. Quand vous souffrez autant et que c'est dans ma tête, je crois que c'est eux qui sont malades. Et je suis folle de rage contre tout le corps médical. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre témoignage. Effectivement, je pense que cette réponse, c'est dans la tête. Elle a fait des ravages. Pour la question de votre trajet de retour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une voiture et qui va vers le nord de Strasbourg? Voilà. Madame, il y a quelqu'un qui peut vous ramener. D'accord. Il faut que je prévienne mon dispatch que quelqu'un me cherche et j'ai plus de batterie dans le téléphone. On va s'occuper de ça. Et du coup, est-ce qu'on peut passer un micro à madame? Moi, je vous donne mon micro. Il y a une question là-bas. Juste, c'est une question un peu sensible peut-être, mais sur la... Vous disiez, il y a de plus en plus, on en parle de plus en plus. On en échangeait il y a quelques semaines avec des amis dont certains sont présents et d'autres non, en se disant, et notamment vis-à-vis de jeunes, d'enfants et de leurs familles. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui le cause, mais que des fois, ça donne aussi une banalisation. C'est-à-dire, en travaillant avec des écoles, par exemple, on le voit souvent, des parents qui disent « Ah bah, voilà, je pense que mon enfant a des TSA ». Et on se dit bah, « C'est pas à moi d'en juger, mais je ne sais pas s'il y a 45 enfants qui ont des TSA dans la même école, ça m'interroge un peu. » Ou alors, et c'est aussi une période de la vie qui est traversée d'interrogations, à l'adolescence par exemple, avec aussi des personnes qui des fois vont se poser des diagnostics eux-mêmes. Alors, et je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'à la fois des fois ça peut être extrêmement riche, ça peut permettre voilà, de se sentir pris en compte, et d'autres fois je me demande est-ce que ça risque pas de banaliser à outrance des mots qui sont quand même forts, qui correspondent à des situations vécues. Voilà, je voulais vous... Merci pour la question. J'ai cru comprendre qu'il y avait un débat parmi les médecins de ne pas donner de diagnostic, le TSA en particulier, je ne sais pas, mais pas donner de diagnostic trop tôt et d'attendre l'âge adulte pour laisser le temps à la personnalité de se former. Et d'autres, des patients ou des proches qui réclamaient un diagnostic pour pouvoir accéder aux soins liés à ce diagnostic. Et du coup, voilà, il y a un peu une bataille à ce niveau-là. Peut-être que la solution... Oui, en fait, c'est voir
ok, peut-être un enfant a des particularités, des spécificités. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Est-ce qu'il, oui ou non, il en souffre? Et s'il souffre, essayer d'apaiser cette souffrance par des soins et des solutions. Peut-être même sans poser, peut-être c'est même possible de le faire sans poser de diagnostic. Et pour le diagnostic, on verra quand il aura 18 ans. Peut-être les choses ont évolué, mais en tout cas, on aura trouvé on l'aura aidé. Moi, je pense qu'en fait, c'est au moment où la crise est tellement forte que c'est là qu'on a besoin d'être hospitalisé. Donc, en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Si on a une maladie comme maladie psychiatrique, il y a un moment, que ce soit en crise dépressive, en manie, en délire, où ça sera tellement horrible, on sera obligé d'être hospitalisé. Et là, bah, clairement, on peut dire c'est une maladie, parce qu'il y a le problème aussi de dire c'est une maladie. Quand je dis j'ai un trouble bipolaire, je dis c'est une maladie, mais non, c'est pas une maladie, c'est un trait de personnalité ou je ne sais quoi. Donc ouais, pour moi, la crise extrême, ça... Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas Pardon. Et je voulais rajouter aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de comorbidités. Donc les comorbidités, c'est quand on a plusieurs troubles. Donc il y a des personnes, en fait, elles peuvent avoir différents diagnostics au cours de leur vie. Donc un enfant pourrait avoir tel... Je ne sais pas du coup si c'était en prolongement avec ta question, non, hein, mais ça m'est venu, je me suis dit, il faut parler des comorbidités. J'aimerais bien. Donc, je crois qu'il était question de l'autodiagnostic, me semble-t-il. Alors, l'autodiagnostic, c'est très contesté, justement parce que ce n'est pas très rigoureux. Alors, effectivement, pour ce qui est des jeunes enfants, voire des adolescents, on peut regretter la déficience en termes de nombre de médecins scolaires et de psychologues scolaires, de psychologues de l'enfance, ce qui permettrait de poser des diagnostics beaucoup plus sûrs. Alors bon, pour ce qui est du TSA, c'est un peu particulier parce que finalement, il est difficile de savoir si l'enfant est juste renfermé ou s'il a effectivement un souci plus important. Bon, il y a aussi cette mode du HPI. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? C'est une mode et j'espère qu'elle va passer. Mais je ne sais plus où je voulais en venir. Alors, l'autodiagnostic à bannir, vraiment. Par contre, une autre chose, tu parlais de comorbidité. Il est vrai, par exemple, que pour une personne en dépression, il va être difficile, a priori, de savoir si l'enfant est juste entre guillemets triste, s'il est en dépression ou si c'est carrément un problème de bipolarité. Bon, j'étais un peu dans ce cas-là, donc bipolarité type 2. Il est fort probable que mon état dépressif très net ait été dû à ça, mais est-ce qu'on pouvait le savoir? Ce n'est pas sûr. Non, vas-y. Par rapport à l'autodiagnostic, à 19 ans, on m'avait dit bouffée délirante. 5 ans après, de nouveau une crise. Et là, une copine à moi, médecin, je lui dis écoute, je suis à 1000 à l'heure, je dors plus. Elle m'a dit ah bah t'es peut-être hypomane. Donc j'ai regardé sur internet, hypomaniaque, j'ai vu qui fait partie du trouble bipolaire. Donc je dis oh purée, je suis bipolaire. J'en ai parlé à mon psychiatre. Elle m'a dit oui, je confirme, c'est de la bipolarité. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai su. Voilà. Oui, vous évoquez la banalisation. Alors, en effet, le risque en fait de communiquer beaucoup autour des troubles psy, c'est justement ces mécanismes d'autodiagnostic, de banalisation, et ça peut être un peu une frayeur, d'autant plus que, en effet, dans les écoles, on a un peu une concentration actuellement de personnes qui se sentent pas bien chez les jeunes. Et il y a une énorme augmentation de l'anxiété, par exemple, chez les jeunes,
qui est un phénomène qu'on retrouve dans plein de pays. Donc c'est vraiment sociétal, c'est pas vraiment circonstanciel, c'est pas lié à un climat actuel. On a vraiment une poussée incroyable depuis le Covid. Alors, la banalisation, ça revient à dire, bah, finalement, ça touche un peu tout le monde, c'est pas grave. Et je ne crois pas que c'est ce qui est en train de ressortir, finalement, de l'ensemble des discours qui sont donnés, c'est qu'il faut plus d'attention. Donc je ne crois pas qu'on est vraiment dans la banalisation. En revanche, l'autodiagnostic, oui, ça c'est quelque chose qui crée beaucoup de perturbations. Il faut savoir que à certains moments, il y a 20% ou 30% des consultations, entre 20 et 30% des consultations chez les médecins psychiatres qui sont liées à de l'autodiagnostic de personnes qui n'ont rien à faire chez le psychiatre. Et donc ça consomme également un peu de la capacité à soigner. Et cette capacité à soigner, il faut qu'elle reste assez concentrée sur les personnes qui en ont vraiment besoin. Le phénomène d'en parler plus et de diagnostiquer plus tôt, c'est un phénomène qui est important parce que, en effet, on arrive à diminuer les conséquences du trouble. On n'arrive pas pour autant à stopper le trouble, stopper les symptômes, mais on arrive à diminuer énormément les conséquences. Diminuer les conséquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire préserver la vie des personnes. Donc c'est extrêmement important. Même si il y a débat chez les médecins sur poser un diagnostic avant 18 ans ou pas. Pendant longtemps, c'était interdit. Et aujourd'hui, ce n'est plus interdit, et heureusement, parce que ça sauve des vies. Le diagnostic, quand il est posé tôt, il doit quand même être posé bien. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est d'avoir le bon diagnostic, et c'est pas tellement de le faire à tel ou tel âge. Il faut le faire le plus tôt possible pour une personne et le mieux possible. Oui, je voulais encore intervenir à ce sujet. J'aurais juste une phrase: il ne faut pas tout psychiatriser. Il y a des choses qui n'ont pas à l'être. Comme tu disais, il y a des facteurs sociétaux. Donc ne pas tout psychiatriser. Je voulais dire exactement ce que Vincent vient de dire. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cerveau, il se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, il faut aussi lui laisser le temps de mettre les pièces en place. Merci, madame. Je crois que vous aviez une question, puis on va devoir conclure. Il est branché. Ah oui. Merci à vous trois pour vos récits. Donc, je m'appelle Marie-Agnès, je suis la mère de Milly. Je suis patiente experte de mon trouble bipolaire et je suis aussi proche aidante. Et Milly, en retour, est ma proche aidante. On se soutient. Moi, ma question, c'était par rapport à la stigmatisation dans la presse, donc ça s'adresse à Jean-Christophe. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de rédiger une charte déontologique à l'attention des journalistes ou de tous ceux qui s'expriment dans les médias, quels qu'ils soient? Comment fait-on avec tous les réseaux sociaux maintenant où tout le monde parle de santé mentale et mélange tout avec la psychiatrie? Alors, ça, c'est la question du droit à la liberté d'expression. Est-ce qu'il faut limiter la liberté d'expression ou pas? Ou est-ce qu'il faut... et on a cette question-là sur le complotisme, on a cette question-là sur plein d'aspects. En fait, je ne suis pas favorable à la restriction de la liberté d'expression. En revanche, je pense qu'il faut qu'on ait des mécanismes pour s'assurer quelles sont les zones sûres, en fait. C'est quoi le journalisme, en fait? Qu'est-ce qui est réellement réalisé par des journalistes et qu'est-ce qui est l'information vérifiée, qu'est-ce qui n'est pas l'information vérifiée? Et donc, je suis plus
favorable à ce qu'on mette en place des mécanismes qui distinguent l'information qui n'est pas contrôlée et l'information qui l'est. Je suis d'accord. Si. Merci. Alors du coup, je me retrouve vraiment pas là où je devrais être au moment où je dois parler. Je voulais contourner pour aller vérifier la date de la charte des journalistes, juste pour vous dire qu'il existe déjà une charte des journalistes 1870-74, je ne sais plus. Donc je voulais vérifier ça et qu'effectivement la problématique, elle est beaucoup plus globale, c'est-à-dire à quel moment on se réjouit d'abord d'avoir une presse qui est libre. C'est pas le cas dans tous les pays, loin s'en faut. Et qui dit libre dit qu'elle n'est pas muselée. Donc il faut juste lui apprendre à déstigmatiser, à comprendre. Et je pense que c'est ce qu'on fait ce soir. Et je vous remercie infiniment parce que ça me fait une formidable transition pour conclure cette soirée, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, les uns et les autres. Merci infiniment de vous être déplacés pour venir débattre, écouter, poser des questions ce soir. Je vais laisser Maxime. Pour la conclusion de la conclusion. Voilà, pour conclure la conclusion. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ça marche. Merci beaucoup. Moi, je suis là pour les remerciements, pour remercier toutes les personnes qui ont permis à cette discussion d'avoir lieu avec ces moyens-là, des moyens qui permettront à ce qui a été dit d'être diffusé, retrouvé, partagé. Toujours intéressant. On l'a vu pour, par exemple, les journalistes qui sont intéressés à avoir un peu de matière, avoir accès à des témoignages. Donc ça pourra servir à plusieurs personnes qui ont participé aussi à cet échange. Je pense à Jean-Christophe Royer, notamment, peut-être, que c'est un matériel réutilisable et diffusable. Peut-être Laetitia Forgeau d'Arc aussi, également, et un ensemble de l'IGM et tous les partenaires habituels. J'aimerais remercier, au nom du GEM et du CJR, aussi je porte la parole de Géraldine à ce moment-là, François Mauviard, qui a l'air de se cacher derrière le poteau d'un coup, qui a énormément contribué à porter ce projet, qui a une grande part là-dedans, qui a permis de l'ouvrir. Alors un petit mot d'abord pour dire que avec Géraldine au sein du Café Psy, on s'est tout de suite dit on va pas se limiter, on va tout de suite ouvrir l'organisation, et qui a envie de rejoindre cette organisation pour en fait voilà, tout le monde a une place en fait, n'importe quelle structure ou acteur dans la santé mentale ou pas. Et c'est ainsi qu'on fait des rencontres, et c'est ainsi qu'on fait, qu'on crée quelque chose de plus, qui a un impact plus grand, quoi. Voilà. Donc pour cela, le GEM te remercie, ainsi que l'association Adénum. Donc Laetitia Forgeau d'Arc, on te remercie également pour avoir si aimablement et subtilement distribué la parole. On peut dire ça comme ça. Jean-Christophe Royer pour ton expertise au sein de Positive Minders et de Lilo avant cela, ainsi que Anne aussi. Merci à vous trois, Vincent, Charlotte, Émilie, sans qui ce serait inutile, ce moment aurait été inutile, vraiment. C'est vraiment précieux votre témoignage, et passer le stress, aller au-delà de ce stress-là, c'est pas rien. Merci pour cet effort. J'aimerais aussi remercier le public qui est venu. Voilà, merci à vous qui rendez ce moment vivant. Voilà, et il y a aussi des financeurs à remercier également. Il y a aussi le PTSM, le CLSM, le régime local de santé mentale et la Fondation de France. Et alors, pardon, pour que désolé, tu n'oublies pas, on a aussi les locaux. Oui, également. Non, mais oui, effectivement, le Shadok, je les ai déjà remerciés, c'est pour ça, quoi, peut-être. Voilà, c'est vrai qu'ils permettent justement ce moment dans une installation optimale, quoi.
Voilà. Bah, merci à toi, Maxime.